À la recherche du temps perdu est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Roman monumental en 7 tomes, écrit entre 1906 et 1922 et publié entre 1913 et 1927, il explore la mémoire, le temps, l'amour et la création artistique. À travers la voix d'un narrateur introspectif et sensible, Proust invite le lecteur à un voyage dans les méandres du souvenir, où chaque sensation, chaque émotion, chaque rencontre devient révélatrice de l'âme humaine. L'œuvre ne se limite pas à la simple narration d'événements, c'est une méditation sur le temps. La littérature est l'art où les expériences de la vie quotidienne se transforment en instruments de réflexion et d'émerveillement. Les éléments dispersés dans les 6 premiers tomes trouvent leur cohésion dans le dernier volume, Le temps retrouvé, où le narrateur saisit enfin le sens de l'existence à travers la beauté et l'art. Le premier tome, Du côté de chez Swann, s'ouvre sur les souvenirs d'enfance du narrateur à Combray. Proust nous plonge dans un univers familial où chaque détail est empreint de sens. C'est ici qu'il illustre, avec une précision inégalée, la puissance de la mémoire involontaire. Une simple madeleine trempée dans du thé suffit à déclencher une réminiscence intense, ressuscitant toute l'atmosphère d'un passé que l'on croyait révolu. Cette expérience sensorielle devient la clé de voûte de toute l'œuvre, révélant comment le passé peut ressurgir et illuminer le présent. Le récit se déplace ensuite vers la figure de Charles Swann, un ami de la famille du narrateur, dont la vie amoureuse est disséquée avec une finesse psychologique remarquable. Swann tombe éperdument amoureux de la belle mais insaisissable Odette de Crécy. Cette passion dévorante, faite de jalousie et d'obsession, le consume et révèle la complexité tortueuse des sentiments humains. À travers cet amour, Proust met en lumière la fragilité de nos désirs et la manière dont la passion transforme radicalement notre perception du temps et de la réalité. Le narrateur, observateur attentif, dépeint également, avec une acuité satirique, la haute bourgeoisie parisienne de la Belle Époque. Il décrit ses codes stricts, ses hypocrisies mondaines et ses subtilités cruelles. Les interactions dans les salons, les manières et les convenances sociales sont analysées pour tisser un lien indissociable entre l'expérience intime et la critique d'une société en pleine mutation. Dans le deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur, désormais adolescent, s'immerge dans le Paris littéraire et artistique. Il découvre avec fascination les salons intellectuels, le théâtre et les cercles d'avant-garde. Ses grandes ambitions et ses idéaux romantiques se heurtent cependant rapidement aux premières déceptions, illustrant la tension permanente entre le monde rêvé et la réalité souvent triviale. C'est à cette période qu'il est introduit chez les Swann et se lie d'affection pour leur fille, Gilberte. À travers cette amourette juvénile, il explore les émois du désir naissant, mais aussi les malentendus et les blessures sentimentales qui en découlent, marquant ses premières désillusions amoureuses. Plus tard, lors d'un séjour à Balbec, une station balnéaire normande, le narrateur découvre la solitude et la contemplation. Les paysages marins, les jeux de lumière sur la mer et l'architecture de l'église deviennent des sources de réflexion profonde et d'émerveillement esthétique. C'est là qu'il observe avec fascination un groupe de jeunes filles insouciantes, la petite bande, parmi lesquelles se détache Albertine Simonet, qui deviendra bientôt le nouvel objet de son affection et de ses tourments futurs. Le troisième tome, Le côté de Guermantes, marque l'entrée du narrateur dans le monde inaccessible et prestigieux de l'aristocratie. Il explore avec fascination le milieu des Guermantes, observant leur élégance, la subtilité de leurs relations sociales, mais découvrant aussi la vacuité, l'hypocrisie et la vanité qui règnent dans ce cercle fermé. Proust y dépeint un univers où les apparences sont reines et où la cruauté mondaine se cache derrière des manières exquises. Ces expériences sociales complexes s'entrelacent constamment avec les émotions intimes du narrateur. La vie des salons, les conversations brillantes et les dîners fastueux deviennent autant de scènes où il médite sur la fuite du temps, la nature de l'art et la superficialité des relations humaines. Sodome et Gomorrhe, le 4e tome, plonge le lecteur dans les aspects les plus secrets et les plus troubles de la société. Le narrateur découvre les désirs cachés, les inclinations sexuelles dissimulées et les jeux de duplicité qui régissent les relations humaines. L'hypocrisie sociale, déjà esquissée dans les tomes précédents, apparaît ici avec une acuité brutale, notamment à travers la figure du baron de Charlus. Sur le plan personnel, l'amour se révèle de plus en plus complexe et fragile.
Les passions et la jalousie, notamment envers Albertine, bouleversent le temps vécu par le narrateur, transformant chaque sentiment en un révélateur puissant de la psychologie tourmentée des personnages. Le 5e tome, La prisonnière, se concentre sur la relation intense et possessive que le narrateur entretient avec Albertine, qu'il séquestre dans son appartement parisien. Ce volume est une exploration magistrale de l'amour obsessionnel, de la jalousie maladive et de l'impossibilité fondamentale de connaître et de posséder pleinement l'autre. Le narrateur est prisonnier de son propre amour. Ses émotions oscillent sans cesse entre une passion dévorante, une souffrance aiguë et une inquiétude constante, alimentée par les mensonges supposés d'Albertine. Proust décrit avec une minutie quasi clinique les mécanismes psychologiques de l'attachement, de la dépendance affective et de l'angoisse de la perte. La fugitive, 6e tome, s'ouvre sur un coup de théâtre. Albertine a disparu. Cette fuite plonge le narrateur dans une solitude et un désespoir profond. La douleur de l'absence et le manque insupportable révèlent paradoxalement la force de la mémoire. Les souvenirs, autrefois source de torture, deviennent le seul moyen de maintenir vivant l'amour perdu, même si cet amour est reconstruit et idéalisé. Face à cette perte, le narrateur entame une longue méditation sur la fuite inexorable du temps, l'éphémérité des plaisirs et des amours, et la nécessité de saisir l'intensité de chaque instant avant qu'il ne disparaisse à jamais. Enfin, dans Le temps retrouvé, le dernier tome, la boucle se referme. Le narrateur, vieillissant et malade, revient à Paris après une longue absence et retrouve une société métamorphosée par la guerre et le passage des ans. Confronté à la finitude de sa propre vie et à la disparition de ses proches, il a une révélation éblouissante. Grâce à une série de sensations issues de la mémoire involontaire, il saisit enfin le sens de son existence. L'art et la littérature lui apparaissent comme les seuls instruments capables de vaincre la mort et de retrouver le temps perdu. La mémoire involontaire, la contemplation esthétique et l'acte de création artistique s'unissent pour offrir une vision où le passé et le présent fusionnent dans une forme d'éternité. L'œuvre entière trouve alors sa cohérence ultime, et le narrateur comprend que la seule vraie vie est la littérature, car c'est par elle que l'existence, avec ses joies et ses peines, trouve sa justification et sa beauté. À la recherche du temps perdu est bien plus qu'un roman. C'est une méditation sur le temps, la mémoire, l'amour et l'art. Chaque tome, chaque chapitre, chaque souvenir devient une fenêtre sur l'âme humaine. Les paysages, les personnages, les sensations et les émotions s'entrelacent pour offrir au lecteur un voyage introspectif unique. Entre nostalgie et émerveillement, Proust nous apprend à observer le monde avec attention, à écouter le murmure de nos souvenirs et à percevoir la beauté dans chaque instant éphémère. C'est un chef-d'œuvre intemporel qui continue d'inspirer écrivains, artistes et lecteurs à travers le monde, rappelant que Descartes et la littérature sont les moyens par lesquels le temps perdu peut être retrouvé et sublimé.